J'ai toujours cru que j'étais nulle. J'étais nulle, j'avais des mauvais résultats à l'école. Pourtant, j'avais des compétences, je le savais. Et on m'a toujours dit, tu finiras sous les pompes. J'ai entendu ça toute ma vie. Est-ce Est-ce que que tu tu vois ça trouves comment? que l'éducation et la pression sociale, c'est la cause principale de syndrome de l'imposteur chez la femme? Parce qu'il n'y a plus de temps à perdre, surtout quand on a passé 40 ans. Il n'y a plus de on commence à dire, OK, je vais accepter de prendre du temps pour moi, pour me sentir bien dans mon corps. Bienvenue dans le podcast La clé de soi. C'est un rendez-vous pour les femmes qui se demandent comment reprendre les rênes de leur vie. Ici, on parle de tout ce qui bloque notre potentiel, ce qui limite notre audace, ce qui empêche notre épanouissement, mesdames. Je suis Julita, votre guide dans cette aventure de découverte de soi. Je suis coach en transformation personnelle. Alors, si vous sentez que vous vous êtes oublié dans votre quotidien, que vous vivez une vie sous pression qui ne vous correspond pas ou plus, rejoignez le programme La Clé, mon accompagnement qui vous aidera à ouvrir un nouveau chapitre dans votre vie. Pour cela, il vous suffit de programmer le rendez-vous téléphonique avec moi. Le lien est dans la description. Dans ce podcast, je vous réserve des rencontres passionnantes et des partages inspirants. Alors, abonnez-vous dès maintenant. Et si vous êtes prête pour l'épisode du jour, on peut commencer. Et aujourd'hui, je reçois Stéphanie Laurent. Bonjour Stéphanie. Bonjour Julita, Je ravie d'être suis, avec toi. je suis tellement contente de t'avoir à ce micro. Tu es l'experte du syndrome de l'imposteur chez la femme entrepreneuse. Oui, c'est ça. J'ai plein de questions. J'ai hâte de comprendre comment tu en es arrivé là. Mais avant ça, j'aimerais que tu nous donnes ta définition de syndrome de l'imposteur. Oui, très, très intéressant. Le syndrome de l'imposteur est assez galvaudé. On le voit un peu comme un gros mot ou comme une injure, comme quelque chose d'extrêmement négatif. Mais le syndrome de l'imposteur, c'est pas quelque chose qui nous appartient. Ça a été développé, entre guillemets, à cause des autres. C'est-à-dire que les autres, par leur regard qu'ils ont eu sur moi, par leurs mots qu'ils ont eus sur moi ou par les gestes qu'ils ont eus ou qu'ils n'ont pas eus vis-à-vis de moi par rapport à quelque chose que je vivais, ça va créer chez moi une faille. Oui, Si par exemple je ne me sens pas très bien avec mon corps et que malgré tout j'ai une journée à la plage prévue avec des copines, je peux très bien ne pas me sentir bien pour tout un tas de raisons. Je vais y aller et sur la plage, je vais peut-être rencontrer des gens qui vont regarder mon corps d'une manière que je vais interpréter comme négative. Je vais me dire, ah, mais même eux ont vu que mon corps était pas beau ou était pas bien ou était trop gros. C'est comme ça, en fait, que le syndrome de l'imposteur se développe petite. Je dis petite parce que je m'adresse aux femmes, mais chez les hommes, il existe aussi, mais il est perçu d'une autre manière. Ça, c'est quelque chose qu'on vit toutes et en fait, ça va conditionner notre légitimité et notre valeur, alors en tout cas la valeur qu'on croit avoir dans notre domaine d'activité. d'accord. Donc tu le lis très étroitement à l'estime de soi parce que pour moi, c'était plutôt quelque chose qui était lié effectivement avec notre vie professionnelle et le manque de légitimité, le manque de confiance en ses compétences. Et Alors, toi, tu l'élargis beaucoup plus. oui, 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 le point de départ, en tout cas, moi, c'est ce que je remarque, hein, parce que c'est pas la même porte d'entrée pour tout le monde, mais en tout cas, c'est surtout de prendre conscience, parce qu'on dit, j'ai un syndrome de l'imposteur, qui est aussi appelé complexe hein, en psychologie, mais on est complexé. C'est pas Ouais. mon complexe. Tu vois, c'est une différence aussi à faire dans le vocabulaire. Et on peut être habité par le syndrome de l'imposteur, mais il ne nous habite pas tout le temps ni à chaque fois que je vis une situation similaire. Il peut des fois Ouais. ne pas s'activer. Mais effectivement, plus on monte dans les sphères hiérarchiques, plus on monte dans les études hautes, plus les femmes développent ce syndrome de l'imposteur parce que les hommes leur demandent de prouver leur légitimité et qu'est-ce que vous avez de plus qu'un homme pour être là.
Ça, c'est tout. Alors, c'est drôle parce que c'est presque paradoxal. Plus les gens euh, se spécialisent dans un domaine, plus ils sentent le manque de légitimité. Oui. Plus on leur fait sentir qu'ils n'ont peut-être pas leur place. Alors, toi, tu parles que ce sont des hommes qui font ressentir ça aux femmes. Moi, je dirais que les femmes se débrouillent très bien toutes seules aussi. Récemment, j'avais parmi mes clientes une personne qui vivait cette difficulté au sein de l'école où il y avait que des femmes. Mhm. Bien sûr. Là, on ne peut pas faire une généralité, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que plus on monte dans la hiérarchie, plus nos pères sont des hommes. Et il y a quasiment plus de femmes. Pour preuve, des choses très simples. Alors, c'est un petit peu aussi comme ça en France. On va dire qu'en France, on a moins de gros postes à responsabilité en quantité comme aux États-Unis, par exemple. Aux États-Unis, ils peuvent monter très vite dans les échelons. En France, on est quand même limité. On a moins d'opportunités. Déjà, notre territoire n'est pas aussi vaste. Mais ce qu'on voit tout le temps, c'est un homme, une femme vont se présenter à un poste. Un homme, on va lui poser des questions pragmatiques. Une femme, on va lui poser des questions sur sa vie privée. On va lui demander plus de motivation. Qu'est-ce qu'elle a de plus que son concurrent masculin qui, lui, a peut-être moins d'études que lui, mais c'est un homme. Il a lieu d'être là. En fait, la question ne se pose même pas. Et une femme, on va lui demander, est-ce que vous avez des enfants? C'est-à-dire qu'on va être insidieux, on va rentrer dans sa vie privée, on va... Moi, j'ai assisté à plein d'entretiens d'embauche. On va lui dire, ça va bien dans votre vie de famille, ça va bien dans votre couple, vous avez Vous des voulez enfants. des enfants? Vous en Voilà. avez? Alors maintenant, cette question n'a plus le droit d'être posée comme ça, mais c'est toujours, voilà, ah, vous avez des enfants, ils vont bien, ils sont en bonne santé. Parce qu'on ne va jamais dire à un homme, mais vous avez des enfants, mais s'ils sont malades, comment vous allez faire? La question ne se pose pas, parce que c'est leur femme qui va s'occuper des enfants malades, tu vois? Et ça, on l'a tout le temps. Et effectivement, c'est quelque chose que l'on se crée aussi, parce qu'en tant que femme, toute notre vie est basée sur la légitimité que je dois prouver. Oui. Parce que Que, la que des femmes, parce que c'est valable aussi pour des hommes. non, les hommes le voient pas du tout de la même manière. Pour les hommes, le syndrome de l'imposteur, c'est un challenge. C'est un obstacle qui est là, qui est sur la route, qui est à dépasser. Il y a un truc que les hommes ont qui est super puissant et que nous, on n'arrive pas à développer parce que neuronalement, on n'est pas fait comme ça. Mais c'est que eux, ils ont un objectif, aller de A à B avec des résultats attendus. Ils vont aller de A à B. Ils déconnectent tous les câbles. Il n'y a que ça qui compte. Ils y vont. Il n'y a pas d'émotionnel. C'est logique, c'est pragmatique. Ils ont réfléchi, les choses sont posées, ils vont le faire. Ils vont atteindre des objectifs beaucoup plus vite que nous. Parce que nous, on nous a appris à avoir notre concentration dispersée à plusieurs endroits. Parce que si je suis en train de faire quelque chose de très important au niveau de mon travail, mais que mon enfant se met à hurler parce qu'il a mal, tout de suite, mon cerveau, il déconnecte et je suis avec mon Mm. enfant. Un homme ne fait pas ça. Parce que lui, Ah, il sait que la femme va s'en charger. et donc, comme tu dis que les hommes, ils déconnectent tous les câbles, c'est quoi les câbles des femmes qui les dispersent quelque part sur ce chemin de A à B? En fait, tu vois, on va dire qu'on est très complémentaires, hommes et femmes. Les hommes pourraient prendre un petit peu de nous et on pourrait prendre un petit peu d'eux. C'est que nous, on va vouloir aller jusqu'à B, mais par contre, on va avoir A prime, A prime prime, A prime 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 prime, et ainsi de suite. Et on va avancer plein de projets en même temps. Effectivement, on ne va pas atteindre le B aussi vite qu'un homme. Et on va peut-être d'ailleurs changer d'objectif en cours de route parce qu'on a les autres à en même temps faire avancer. Mais par contre, nous, quand on va arriver à B, on ne va pas avoir avancé un seul projet. On va en même temps s'être occupé de la maison, on va en même temps s'être occupé peut-être de dossiers administratifs importants, on va en même temps gérer nos enfants, peut-être des dossiers scolaires, on va en même temps gérer tout un tas de choses. Et c'est-à-dire que nous, on va avancer sur plein de domaines parce qu'une femme, quand elle fait un projet, elle pense toujours sécurité. Un homme pense Mhm. résultat. Nous, c'est sécurité, c'est-à-dire que je dois travailler, mais je ne dois pas mettre en péril mon foyer, ni mon mari, ni mes enfants. Je dois m'occuper de tout le monde. Je dois aussi m'occuper de moi. Je dois être une bonne femme, entre guillemets, hein, c'est pas péjoratif, mais pour mon mari, une bonne mère pour mes enfants. Et moi, je dois me sentir euh, gratifiée de ça, de me dire, voilà, je peux jouer tous ces rôles. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'une femme est multipotentielle. J'entends des femmes dire, je ne suis pas multipotentielle. C'est faux.
On est toutes multipotentielles. On a toutes des capacités exceptionnelles. D'ailleurs, on l'a toutes vu. Notre vie, c'est un champ de bataille. On est sans cesse en train de devoir batailler. Et plus on avance dans l'âge, et quand on arrive à 40 ans, on se dit, bon, ben là, maintenant, il est temps que je m'occupe de moi. Il est temps que je m'occupe de mon syndrome de l'imposteur. Il est temps que j'arrive à parler devant des gens, que je m'exprime, que je montre mes valeurs, parce que je me connais quand même depuis 40 ans. J'ai eu le temps de me pratiquer et de voir les choses que j'aime et que j'aime pas, et les choses que j'ai envie de développer pour moi, qui me font du bien pour moi. Tu vois? Mais comme tu disais que une femme va mener plusieurs chantiers à la fois, Ouais. donc si elle a un projet, il faut qu'il s'inscrive parfaitement dans sa vie de famille, dans la manière de gérer les enfants, dans la gérer probablement la logistique de la maison, peut-être être une bonne fille pour ses parents, etc., etc. Donc vraiment plusieurs chantiers. Mais j'ai envie de dire que c'est autant de chantiers, autant de risques de ne pas arriver à, à aboutir son projet. C'est vrai. Et mais c'est tellement bon, en fait, parce que quelque chose que les hommes font pas, c'est qu'ils voient leur objectif parce qu'ils attendent un résultat. Ils fonctionnent d'objectif en objectif et de résultat en résultat. Nous, on met plus de temps parce qu'on s'arrête, parce qu'on se dit, ah là, je désinvestis peut-être trop ce domaine et j'ai trop surinvesti dans ce domaine. Et au final, je me suis mis à fond là dans mon business, puis en fait, il y a des choses qui ne me plaisent pas. Et nous, on a cette capacité très forte de dire, j'arrête ça parce que ça ne me convient pas. Je le transforme, je le modifie. Ah oui, je voulais ça comme objectif, mais en fait, ça ne me convient pas. Je vais tout transformer. Et on a cette facilité très rapide parce que du coup, on peut connecter très vite tous les plans sur lesquels on est, toute la concentration qu'on a partout, et dire, OK, je vais faire un petit peu plus de ça, un petit peu moins de ça, un petit peu plus de ça. Et du coup, on va tout réorganiser, tu vois. Et notre objectif de départ, il va plus être le même. D'ailleurs, c'est ce qui fait qu'on entend souvent des hommes dire, mais toi, tu es toujours insatisfait, tu changes tout le temps d'avis. Mais en fait, on ne change pas d'avis, on évolue parce que la femme, elle est connectée au temps aussi. Hormonalement, on est connecté au temps. C'est comme ça, avec le beau temps, le mauvais temps, et puis le temps qui passe. Et on a cette capacité de pouvoir changer d'axe et de route à tout moment. C'est ce qui fait qu'une femme, elle est rarement bloquée dans une problématique. Tu vois? Parce que déjà, elle a envisagé qu'il pouvait y avoir plein de problèmes. Donc, elle s'est déjà un petit peu préparée au fait que c'est coutumier de toute façon de gérer des problèmes. Donc, il y en aura et elle ne sait pas encore lesquelles, mais en tout cas, elle sait qu'elle a les armes. Et puis, elle sait que son envie d'aujourd'hui ne sera pas la même demain. Ouais. Et on arrive à faire notre cuisine avec ça. Enfin, je veux dire, tu regardes une recette de cuisine faite par un grand chef et tu regardes une recette de cuisine faite par ta grand-mère. Et moi, j'ai vu ma grand-mère, elle suit une recette d'un seul coup, ça donne pas le même truc. Et ben c'est pas grave, c'est transformé, elle en fait un truc magique, tu vois. C'est Ouais. complètement différent. Et tu te dis, ah, mais on devait manger ça, au final, on mange pas ça. Si, c'est ça. Mais j'ai mis un peu plus de moi, et si et ça. Et elle t'en fait, tu vois, une histoire, et tu te dis, waouh, c'est vachement meilleur, en fait. Tu vois? Et vu que tu accompagnes essentiellement les femmes entrepreneuses, je vois bien que tu vois plein d'avantages de cette multipotentialité des femmes. Mm. Quels seront les risques? Les risques d'être multipotentiel. Oui, ou Alors, en tout cas de accepter et donc de mener plusieurs chantiers à la fois. ouais. Alors là, il y a deux critères, enfin, il y a deux choses dont je vais te parler. Il y a la multipotentialité innée, c'est-à-dire qu'on apprend à nos petites filles, toutes petites, à jouer à la poupée en surveillant le lait qui est sur le feu, en faisant ci et ça. Il y a plein de jouets maintenant pour que les petites filles imitent les mamans avec leurs tâches ménagères et tout. Au départ, un garçon et une fille, ils naissent, ils ont la même façon hein, de créer des neurones. Hein. Sauf qu'un garçon, on lui apprend à jouer avec son jouet Mhm. et on lui apprend à être à multiples endroits. C'est-à-dire qu'on lui a développé son attention d'une manière aiguë. Donc ça, c'est ce que j'appelle la multipotentialité innée.
on est toutes capables d'avoir un petit dans les mains. En même temps, ça sonne à la porte, on va ouvrir la porte, on continue Mhm. la discussion avec notre maman qui est à côté. Ça pose pas de souci. Mhm. Et il y a la multipotentialité qui est due à un schéma psychologique bien particulier qu'on va retrouver chez des atypiques, par exemple, Ouais. où là, ça peut être piège, parce que cette multipotentialité va faire qu'on va rechercher de la nouveauté tout le temps, qu'on va commencer plein de projets, parce que ce qui anime une multipotentielle, c'est pas le résultat, c'est la créativité. Mhm. Donc, on va commencer un projet, c'est super. On ajoute tel élément, on a un problème, on va se renseigner, on va avoir une formation, on se dit, ah, il me faut ça en plus. Et on va ajouter, ajouter, ajouter. Et après, on a beaucoup trop de projets en cours. Donc, le risque, c'est de se perdre. Et surtout, c'est d'être nourri que par ce sentiment très excitant qui génère de l'adrénaline, qui est la nouveauté. Ça me parle beaucoup, malheureusement. Mais Bah je oui, m'améliore chaque jour. Je mais c'est ça. m'améliore chaque jour. Quelles sont les demandes des femmes qui viennent te voir, les toutes premières, les motivations de te voir? Alors, moi, j'ai un cabinet et j'ai travaillé jusqu'ici en individuel. Donc, j'ai accompagné plus de 600 femmes en individuel. J'ai d'autres spécialités parce que multipotentiel, HPI, et voilà, et j'aime la femme dans son ensemble. Et donc, j'ai d'autres spécialités et je travaille aussi en nutrition santé parce que pour moi, la nutrition, le sport, la nutrition alimentation, mais cérébrale aussi, est très importante et fait partie du package en fait que l'on a. Et on ne peut pas, en tant que femme, minimiser une de nos forces. C'est vraiment le pouvoir qu'on a. Il faut utiliser tout ça. Donc, elle passe souvent la porte par je veux maigrir, je veux manger mieux parce que je suis fatiguée, parce que j'arrive plus à me concentrer. Voilà, et ça c'est souvent ça. Ou alors c'est j'ai trop de problèmes dans ma vie, j'arrive pas du tout à faire le tri, je me sens pas belle, je me sens plus belle aux yeux de mon mari, j'ai l'impression de plus être une mère très intéressante, j'ai rien apporté à mes clientes dans mon business. Enfin voilà, elles sont en dévalorisation souvent. Et moi, eh ben, en fait, c'est comme si j'arrivais dans une pièce qui était en bazar depuis longtemps. J'adore ça. Quand elles arrivent, qu'elles me disent au téléphone, j'ai plein de problèmes, moi j'adore. Et du coup, moi j'ai un cerveau qui est très pratico-pratique et logique, qui fait que je vais tout réorganiser. Oui, Au final, elles ne se retrouvent pas avec plein de problèmes, elles se retrouvent avec un ou deux problèmes, avec des conséquences du ou des deux problèmes. Et c'est oui. rangé. C'est-à-dire comme si toute ta pièce était très désorganisée et moi je vais te prendre une armoire avec un côté gauche, un côté droit et je vais tout réorganiser dans des dossiers, dans des tiroirs et dans des dossiers. Et déjà, Mhm. ce qu'elles vivent, c'est waouh, je me sens mieux parce qu'effectivement, en fait, j'ai pas plein de problèmes. J'ai une problématique. Mhm. Est-ce qu'il y a une problématique récurrente? Ah oui, l'illégitimité, pas se sentir à sa place. C'est une illégitimité professionnelle ou ça peut être personnel également? Alors souvent, au départ, c'est une illégitimité personnelle. Qu'est-ce qu'elles te disent? Ah ben, j'ai pas le corps qu'il faut. J'ai pas la voix qu'il faut, j'arrive pas à parler de moi, on me dit que je suis égoïste. Si je parle pas de moi, on me dit que je suis dénuée d'émotions. En fait, elles vont Mhm. interpréter, alors peut-être que c'est vrai, hein, parce qu'il faut pas non plus croire tout ce que les autres nous disent ou nous renvoient, parce que sinon on s'en sort plus. Mais tu vois, c'est là où elles construisent leur syndrome de l'imposteur, c'est qu'elles vont interpréter de manière négative ce qu'elles perçoivent. Et ils vont les mettre en face des attentes. Parce que si je n'ai pas un corps qu'il faut, ça veut dire qu'il y a un modèle auquel il faut correspondre. C'est ça. Bah, une chose très simple. Euh, Moi, quand les gens passent ma porte pour la nutrition qu'elles veulent maigrir, je leur dis, quelle est la vision du corps que vous voulez? Elles me Et disent, ils te le sortent vôtre. Angelina Jolie, quoi. Non, elles me disent le vôtre. Bon. Et je leur dis, mais si vous voulez mon corps, vous allez prendre mes problèmes. Vous allez prendre mes troubles du comportement alimentaire, parce que je suis spécialisée aussi là-dedans. Vous allez prendre ma vie. On me dit, oui, mais vous avez une vie qui a l'air tellement bien. Je dis, mais tout est dit, qui a l'air. Et quand on va sur ce sujet-là, et que je leur dis, mais vous voyez, la manière dont vous parlez de vous,
vis-à-vis de moi, c'est-à-dire que vous me placez comme supérieur à vous, vous ne me connaissez pas. Pourquoi est-ce que vous vous dénigrez, vous vous rabaissez devant moi, alors que vous me payez pour que moi je vous aide à vous sentir bien et belle? Et elles disent, bah, j'ai été éduquée comme ça, en fait. Ah, elles disent ça, elles C'est décèlent très ça tout de souvent, suite. très très souvent. Oui, oui, très très souvent. Alors moi, je reçois rarement des jeunes filles, enfin je reçois aussi des enfants, mais c'est autre chose, mais rarement des jeunes filles, souvent des femmes autour de 35, 40 ans et plus, qui disent, mais c'est dans mon éducation. Mais Ouais. aujourd'hui, j'en ai marre de pas m'aimer. Je veux savoir m'aimer, je veux savoir comment je fais pour me trouver belle, bien que j'ai 10 kilos en trop. Et je leur dis, mais 10 kilos en trop par rapport à quoi? Mm. Parce que effectivement, tu prends le domaine de la nutrition. Tu regardes toutes les coachs en nutrition. Si tu mets une personne qui fait 150 kilos qui est coach en nutrition, elle aura aucune crédibilité. Alors que personne ne se pose la question de savoir pourquoi elle est en surpoids. Elle est peut-être malade, mais elle a peut-être une hygiène alimentaire extrêmement saine. Tu vois, on ne sait pas. Ouais. Les gens posent des étiquettes comme ça, mais on ne sait pas. Et du coup, nous, ça nous perturbe. Tu vois, moi, je suis HPI, j'ai été décelée très tard, à l'âge adulte, enfin même plus loin que l'âge adulte, mais très tard. J'ai toujours cru que j'étais nulle. J'étais nulle, j'avais des mauvais résultats à l'école. Pourtant, j'avais des compétences, je le savais, et on m'a toujours dit, tu finiras sous les pompes. J'ai entendu ça toute ma vie, Qui est-ce qui te disait ça? tous les professeurs. C'est le Tous. professeur. Parce que je raisonnais vite, parce que je m'ennuyais, parce que c'était horrible ce que j'apprenais. Je me disais, mais ça n'a aucun sens. Parce que j'ai d'autres capacités qui disaient des choses, puis après se contredisaient, et je leur faisais remarquer. Mais Ouais. personne n'avait vu cette subtilité-là. Mais moi, je l'avais vue. Donc, moi, c'était dérangeant. Je me disais, mais je dois croire quoi et qui? Donc, bah, au final, bah, j'écoute pas parce que ça ne me sert à rien d'écouter quelqu'un qui raconte que des mensonges. Et ça, tu vois, tu te dis, bah, toute ta vie, t'avances. Moi, j'étais timide. Je me montrais pas. Je voulais pas qu'on sache que j'existais parce que je savais qu'on allait me faire des remarques. Tu vois, j'ai développé des complexes sur mon corps, alors que quand je regarde des photos, je me dis, waouh, j'avais le corps que j'aimerais avoir aujourd'hui. Bah, tu vois, tout un tas de choses comme ça. Et puis après, j'ai été dans ma vie avec un compagnon qui a aussi appuyé sur toutes ces failles et qui a joué là-dessus et qui m'a manipulé sur plein de choses. Mm. Ça va que je suis quelqu'un d'optimiste et ça va que je me suis battue. J'ai fait 16 ans de thérapie par moi-même, une auto-analyse que j'ai commencé à partir de 10 ans jusqu'à mes 15 ans. Donc, tu vois, de À 10 tes ans, 10 ans, tu as commencé une voilà, j'ai fait des auto-analyse? auto-analyses avec un psychiatre et un psychologue. Et après, donc, j'ai dû quitter l'école très tôt. Et on m'avait dit, bah, de toute façon, tu es tellement nul, autant que tu quittes l'école. Bon, c'était suite à un problème de santé. Et en fait, j'ai repris les études par mois. Et à mon premier diplôme, ma première formation, qui était en 2 ans, qui était un BEP en 2 ans, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça encore aujourd'hui, c'était dans le médical. Au bout de 3 mois, j'avais fini mon cursus. Je demande à passer l'examen, on me dit non, enfin, on me rit au nez, clairement, on me dit, bah non, c'est 2 ans. Enfin, c'était un cursus Ouais. logique, hein, c'était vraiment, moi, je le faisais à distance, mais c'était un truc de lycée, c'était logique, tu vois, tu ne pouvais pas faire Ouais. autrement. Et moi, j'avais demandé à avoir tous les cours. On m'avait dit, oui, de toute façon, vous n'aurez pas le temps de tout apprendre. Donc, on m'avait tout envoyé. Et en fait, j'ai harcelé le rectorat pendant un mois pour aller passer mon examen. Parce que pour moi, ça y est, dans mon cerveau, c'était clos, c'était fini. J'avais fini ce truc-là, il fallait que je passe à autre chose. Donc, Ouais. bon, écoutez, vous nous ennuyez, allez-y, vous allez vous planter. Mhm. Allez, j'ai eu 17, un peu plus de 17 de moyenne. C'est la première fois de ma vie que j'avais ça. Et je me suis dit, bah, c'est pas possible, il doit y avoir une erreur. Et le premier truc qu'on me dit, ça doit pas être vous, des Stéphanie Laurent, il y en a tellement que ça doit être une autre, on a dû se tromper. Incroyable. Et moi, je me dis, bah oui, c'est sûr, ils se sont trompés, c'est pas possible. Et j'ai fait ça, tous mes diplômes, ça a été comme ça. Et dans tous mes diplômes, il y avait quelqu'un d'autre qui s'appelait Stéphanie Laurent. Et dans tous mes cursus, on m'a fait croire que c'était une autre qui avait obtenu ces résultats-là. Mais c'était bien toi. Et c'était moi, tu vois. Et donc, tu as obtenu tous tes diplômes. J'ai obtenu tous mes diplômes, Et sauf... est-ce que sur le coup, tu t'es dit, mais évidemment que c'est moi, ou tu Non, doutais non, non. aussi? Moi, je suis quelqu'un de perfectionniste. J'avais aussi le syndrome de l'imposteur très fort. Mon perfectionnisme était très, très fort. Donc, je bossais énormément. Et comme je suis multipotentielle, je ne sais pas faire une chose à la fois. J'avais plusieurs cursus en même temps. C'est-à-dire que j'étais en fac de psycho. Je partais à 4 heures du matin. J'allais à Nantes. Je suis à La Rochelle. Donc j'allais à Nantes. Je faisais ma journée en fac de psycho. J'allais après à la bibliothèque. Je rentrais chez moi. Il était 21 h, 22 h. Je continuais à travailler pour me lever à 4 heures. Et le week-end, j'étais
dans 2 facs de médecine parce que j'avais 2 cursus Mhm. qui étaient à Bordeaux, à Lille, à Montpellier. Tu vois. D'accord, oui, pour diversifier les choses. Voilà. Donc, ça a été très, très dur, mais je me disais, j'en fais pas assez. C'est pas assez, il faut que ça soit plus. Et Oui, parce que j'arrivais. j'allais te demander pourquoi tu faisais autant à la fois. Alors, ben, en fait, ça, c'était un peu des défis. C'est-à-dire que faire la même chose récurrente, pour moi, c'était compliqué. C'est toujours compliqué. Donc, je me suis dit, bah, je vais me lancer dans une autre petite formation, un autre petit cursus. Seulement, c'est des diplômes universitaires que tu fais en fac de médecine qui sont en un an, mais c'est ultra condensé. Donc, je m'imagine Mhm. pas la masse de travail, tu vois. Mais du coup, moi, une fois que le défi il est lancé, il est là, quoi. Tu vois, moi, je Ouais. suis sportive, quoi. Tu me lances un défi, j'y vais. Donc, il fallait le faire. Mais me lever à 4 heures du matin, du lundi au dimanche, enfin, tu vois, c'était beaucoup. Et en fait, j'ai obtenu tous mes diplômes, sauf un dernier pour terminer mon cursus en clinique, où on m'a refusé parce que, alors, le truc, c'est que les facs dans lesquels j'avais su mes cursus, j'ai demandé, ils m'ont dit non, ils m'ont pas répondu pourquoi le non. Et c'est une autre fac que j'ai un peu harcelée et le directeur a pris la peine et m'avait dit, écoutez, je vais être clair avec vous, vous avez beaucoup plus de diplômes que tous nos professeurs hommes réunis. C'est pas possible que vous soyez là en tant qu'élève. Et on m'a fait arrêter mes études comme ça, tu vois. D'accord. Là, j'avais la rage et je me suis dit, mais ça n'est pas possible. Je lui ai dit, mais vous vous contentez de la médiocrité, en fait. Si je suis là en tant qu'étudiant, c'est pas pour dire aux professeurs qu'ils disent pas bien, je suis là pour apprendre. Et on m'a dit, bah non, en fait, c'est pas possible. Effectivement, quand j'étais en master 1, j'avais 2 spécialités qui étaient les diplômes que j'étais en train de faire à côté. Et je les écoutais, ces professeurs parler, je me disais, mais c'est tellement loin de ce que je suis en train d'apprendre, ils ont la même formation que moi. Ils disent Ouais. n'importe quoi. Et en fait, ils ont fait exprès de me mettre des mauvaises notes parce qu'ils savaient que j'étais dans ces cursus-là et ils ne voulaient pas que je leur fasse de l'ombre, tu vois. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que tu vis tout le temps. Alors, du coup, dans le domaine de la santé, encore plus, parce que c'est très prisé, hein. La femme a eu très longtemps pas son mot à dire au niveau de sa santé, comme un enfant. Dans le domaine de la psychologie, c'est écrit dans les textes, voilà, la femme n'est rien, l'enfant n'est rien, c'est l'homme qui a toute puissance et tout savoir. Bon, quand tu apprends ça, tu es derrière ton bureau, tu te dis, bon, va falloir changer ça, parce que c'est pas possible. Et puis, très clairement, on te dit, d'ailleurs, moi, on me l'a dit plusieurs fois dans les bureaux, hein, on m'a dit, vous allez arrêter de l'ouvrir maintenant. Vous vous taisez. On ne veut plus vous entendre. Je suis le professeur. J'ai tout pouvoir. Vous n'en avez aucun. Ouais. Et c'était professeur homme et femme? Homme. Uniquement homme. Parce que les femmes font ça aussi. Ouais, les femmes font ça aussi. Il y en avait. Mais elles, suffit que tu montres que tu es quand même puissante. Tu vois, euh, ça cesse. Un homme, il va te casser tout de suite. Moi, ça a été clair. Il y en a même un qui m'a dit, je vous entends encore une fois, je vous dégage et je vous bousille vos études, vous ne terminerez jamais. D'accord. Donc, une Alors que c'était expérience. des questions censées et posées et que j'étais dans un cursus où il y avait plein d'élèves jeunes, mais on était 4 à être dans la même tranche d'âge. Les autres n'osaient pas parler et toutes, on s'est dit, non, mais en fait, on doit juste accepter ce qui se dit, même si c'est des erreurs. Et oui, Donc, je comprends bien que suite à ces parcours et ces expériences, tu es arrivé à défendre la cause des femmes et de les encourager à sortir de leur position de sacrifice, soumission. ouais. Alors, je ne défends pas la cause des femmes. Je défends ma cause C'est et quoi ta cause? bah, mon droit d'exister, comme À quelqu'un d'autre. toi. Ouais, mon droit d'exister parce que j'ai aussi été éduquée de façon à ce que l'autre passe avant moi tout le temps. Je ne veux plus ça. Je, je, je ne suis pas moins bien que quelqu'un d'autre et je ne me passe pas non plus comme plus importante que quelqu'un d'autre. Mhm. Cette forme de respect, moi, je l'exige des autres parce que je vais être tolérante, empathique dans l'écoute. Je l'exige aussi des autres. Si les autres ne sont pas capables d'avoir cela pour moi, ils n'ont rien à faire dans mon environnement parce que ça a toujours été comme ça, sachant que j'ai une grande écoute, on a toujours profité beaucoup de moi et venir chercher beaucoup de choses. Tu vois, on a toutes connu ça. Mais voilà, je ne suis pas là pour défendre une cause parce que on a toutes ces raisons. Moi, pour avoir vécu des grands drames dans ma vie, jamais je vais critiquer quelqu'un de lui dire bah, pars. Ça te plaît pas? Pars. Pourquoi?
Si, je vais dire pas, mais je vais pas dire, mais attends, tu vas pas te plaindre comme ça pendant des années. Jamais je ferai ça. Mhm. Parce qu'on a toutes nos raisons de rester à l'endroit où on est. Par contre, quand quelqu'un te dit, moi aussi j'ai vécu ça, je comprends ce que tu vis parce que je l'ai vécu, parce que j'ai pas écouté les autres aussi, parce que j'avais pas les moyens de me défendre, pas les moyens de changer ce que je vivais, mais aujourd'hui je l'ai fait. Regarde comment je vis, regarde ce que je suis. Eh bien, tu vois, en faisant ça, inconsciemment, on ouvre une porte et on donne une forme d'autorisation. Tu vois, Ouais, c'est pour ça que je te dis, je défends ma cause parce que ben, je suis femme, je suis aussi tourmentée par mes hormones, par tout un tas de choses. Et quand bien même j'essaie de rester fidèle à mes valeurs, ben, je me rends compte que mes valeurs, elles changent parce que ouais, mes enfants grandissent, parce que, ben, tu vois, on s'inquiète d'une autre manière pour eux, on souhaite d'autres choses pour eux, on imagine plein de choses pour nos enfants, puis en fait, ils se développent individuellement, puis on se rend compte que on ne peut que leur souhaiter ce qui leur plaît, en fait. On ne peut plus avoir d'autre chose que... Avant, on pouvait dire, ah, mais ça serait bien s'ils faisaient ci et ça. Ben non, en fait, moi, aujourd'hui, tout ce que je veux, c'est qu'ils soient heureux partout où ils vont. ouais, Voilà, ça me satisfera. Mais s'ils ne le sont pas, eh ben, je serai à l'écoute et je serai là pour les aider quand même, tu vois, mais je ne vais pas juger leur choix. Et donc, je ne me permettrai pas de juger le choix de quelqu'un, ni de défendre qui que ce soit. Par contre, si quelqu'un a besoin d'énergie, a besoin de comprendre comment moi j'ai fait pour me sortir de choses, eh bien ça, c'est des armes que je lui offre, tu vois, je qui vont comprends. être dans sa boîte à outils et qu'elle va pouvoir utiliser en se disant, mais elle l'a fait, il y a eu des risques, mais du coup, elle nous a expliqué les risques, elle m'a expliqué comment elle a comblé ces risques-là, donc du coup, je peux le faire. Ouais. Tu vois. Comment pratiquement tu travailles aujourd'hui avec les femmes? Alors, toujours en cabinet, principalement. Là, je lance mon programme en groupe, mais toujours en cabinet. Et moi, je suis d'une manière, bah, comme tu as vu, assez directe, parce qu'il n'y a plus de temps à perdre, surtout quand on a passé 40 ans. Il n'y a plus de temps à perdre. Déjà, je pense qu'on commence à faire la paix avec son corps. On commence à dire, OK, je vais accepter de prendre du temps pour moi, pour me sentir bien dans mon corps et belle. Et par conséquent, quand les personnes viennent, je leur dis toujours, vous m'énoncez un problème. Si vous voulez rester dans votre problème, c'est pas auprès de moi qu'il faut venir. Je peux pas vous aider à ça parce que moi, mon cerveau est constitué d'une manière que problème égale solution obligatoirement. Mhm. Donc, quand elles viennent, on étale en fait leurs problématiques et déjà tout de suite, il y a un ordre. Quelles sont les problématiques les plus urgentes? Comment est-ce qu'elles se placent dans l'ordre de résolution, par exemple? Sur quoi on est capable d'aller, parce que la personne peut très bien dire, voilà, c'est trop émotionnel et je ne suis pas prête, je n'ai pas les armes là, tout de suite. Ouais, En tout cas, je leur dis, voilà, peut-être que ça serait bien de commencer par ça, ça, ça. Après, elles vont me dire, non, ça, je ne peux pas, c'est trop compliqué, je ne me sens pas prête. OK, on va essayer de comprendre pourquoi. Et mon travail, il se passe à différents niveaux, c'est-à-dire au niveau cérébral, au niveau émotionnel, au niveau corporel. ouais, Pour moi, il n'y a pas de changement tant que tu ne touches pas ces trois sphères-là. Si tu es que dans l'émotionnel, tu es sans cesse par terre, couché par terre, à pas pouvoir te relever, abattu par la moindre émotion. Ça n'est pas possible. Si tu es que cérébral, ton corps n'a pas compris que tu es en train de résoudre quelque chose d'important qui ne doit plus avoir d'impact dans ton quotidien. Et si tu mm, es que sur le physique, bah, tu es que explosif en fait, tu es que dans le combat. Donc ça n'a ouais, pas de sens. Donc il faut la réflexion, il faut l'émotion, parce que tout ce qu'on a vécu a généré des émotions. Donc il faut recontacter cette émotion-là. Par contre, il faut la traverser, il ne faut pas rester dedans. Il faut dire, voilà, ça a eu un effet avant. Mais ouais. aujourd'hui, ça ne doit plus avoir d'impact. Et surtout, ça ne doit plus avoir d'impact parce qu'on se pratique depuis plus de 40 ans, parce qu'on sait comment on fonctionne. Et on fonctionne parce qu'on a été éduqué de cette manière-là ou parce que la société nous a éduqués de cette manière-là, tu vois. Si Est-ce que on tu a trouves 50 ans, que l'éducation et la pression sociale, c'est la cause principale de syndrome de l'imposteur chez la femme? ouais, les deux, en parallèle. Et puis bah moi, bien sûr, parce que moi, je peux très bien, si dans mon éducation, on m'a toujours fait passer en premier, en disant, peu importe ce qu'on te dit, c'est toi qui as raison. Peu importe ce que tu vis, c'est toi que je vais croire et pas les autres. Tu vois, si on Ouais, t'a éduqué comme ça,
je me sens sécure. Mon Ouais. estime de moi, elle est bien nourrie parce que je me dis, n'importe qui viendrait voir mes parents et leur dirait, ah, mais Stéphanie, elle a fait ça, ça, ça. Et que moi, je leur dirais non. Si mes parents ne me croient pas, tu vois, c'est dur de m'estimer. C'est dur de me dire, mais quelle valeur j'ai aux yeux de mes parents. Alors que si Ouais. mes parents me disent, peu importe ce que tu fais, je te crois, bah, déjà, tu es beaucoup plus aligné dans tes chaussures, tu vois. Tu es beaucoup plus droite. Parce que tu ne peux pas leur faire croire que ton mensonge, c'est la vérité. Tu vois, ça Ouais. serait les trahir. Donc l'éducation, elle y est pour beaucoup. Et ensuite, la pression sociale, oui, tout à Mais fait. je trouve que l'éducation, elle se plie sur la pression sociale. C'est-à-dire qu'elle va suivre des chemins, des enseignements, des concepts que la pression sociale exige. Il faut aller dans les bonnes écoles, donc toute la scolarité Ah, va être dirigée vers cette voie qu'on va appeler entre guillemets royale. Et tous ceux qui ne sont pas capables ou qui n'ont pas envie d'y aller, ils vont être considérés comme quelque chose de moins bien. alors, oui et non. Ça, on le voit dans des familles, par exemple, d'immigrés, où tu vois, ils ont eu du mal à trouver du travail et du coup, ils espèrent, ils encouragent leurs enfants à aller dans de grandes écoles parce que ça fait aussi partie de la reconnaissance, tu vois, familiale. Mais on voit aussi des petits ouvriers où leur objectif, c'est pas que leurs enfants fassent des études, c'est qu'ils aillent dans des voies d'apprentissage, qu'ils Oui, apprennent un mais je métier. parle de la cellule éducative, vraiment les écoles. Quand tu prends les écoles primaires, les collèges, ils vont préparer l'élève pour aller faire des grandes études. C'est ça leur mesure de réussite. Ah Ce oui, sera le taux de bac, c'est le taux de mention, la moyenne des élèves. Donc, on ne va ouais, pas regarder l'élève en personne. On ne va pas se dire, cette école a fait réussir tant d'élèves dans tant de domaines différents. ouais, ça c'est souvent dans les écoles privées. Mais dans l'éducation, ça c'est vraiment un autre, un autre sujet, mais dans l'éducation, du coup, pour l'avoir vu aussi, on va déceler tout de suite les enfants qui ont des hauts potentiels, enfin des potentiels d'avancée, et c'est eux qu'on va pousser. Et les autres, on va les laisser de côté. Hmm. Ça c'est très français en fait, hein, ce truc-là, hein. Beaucoup d'étudiants arrivent à la fac, ils ne savent pas ce qu'ils font là. Tu vois, c'est compliqué. Moi, je pense que l'éducation familiale, c'est quand même quelque chose qui perdure et la vieille éducation familiale, tu vois. Qu'est-ce que tu appelles la vieille éducation familiale? Bah, de garder les concepts de nos grands-mères, nos arrière-grands-mères et ainsi de suite. Ouais, on les a jamais remis en question. Non, et puis ça fonctionne plus aujourd'hui. Tu vois, moi j'entends par exemple ma mère qui dit souvent, mais c'est exagéré, tes enfants sont tout le temps sur leur téléphone. Ouais. Et elle leur impose chez elle de laisser le téléphone et de l'avoir qu'une heure par jour, aux heures qu'elle, elle décide, parce qu'elle estime que c'est mieux. Mhm. Je lui dis, mais tu ne peux pas avoir ce genre de concept. Ne te plains pas qu'ils ne veulent plus venir te voir, en fait. Ça Ouais. n'est pas possible d'avoir cette conception-là parce que ça fait partie aujourd'hui du monde dans lequel on vit. Les écrans, Internet, tout est autour de nous en permanence. Mhm. Et elle, elle a une vision de la chose et qui est complètement différente de ce qui vit aujourd'hui et qui est vieux jeu, tu vois, du coup. Ouais. Ouais, je Il ne faut comprends. pas oublier quand même que la transmission se fait de mère en fille et que on élève nos filles en leur transmettant toutes nos armes. C'est-à-dire qu'en tant que fille, on voit comment s'est battue notre mère, notre grand-mère, parce qu'on traîne dans la cuisine avec elle, et parce qu'avant c'était comme ça, on était dans la cuisine, pendant que mamie faisait la cuisine, et ben maman était là, puis moi je suis là, je joue et j'entends, et elle parle de problématiques, et elle remue les choses ensemble. Parce que ça, c'est un truc qu'on a d'extrêmement puissant chez les femmes, c'est que on n'a pas de pudeur dans nos problèmes. On est capable de contacter des amis ou un cercle d'amis et de parler de notre problème parce qu'on a Ouais, besoin c'est vrai. Contrairement aux hommes. ultra puissant. Parce que du coup, notre problème qui paraissait démesuré
D'un seul coup, il l'est plus parce que nos copines, elles ont des lasers à la place des yeux et elles ont tout décortiqué, elles ont vu tous les moindres recoins de notre problème. Ça, c'est vraiment une force qu'on a. Et du coup, dans cette transmission, eh bien, nos mères, grand-mères, arrière-grand-mères, ainsi de suite, nous ont transmis toutes les armes qu'elles ont utilisées pour déjouer les problématiques. Mm. Ça, c'est puissant et c'est des choses qu'on ne transmet pas aux hommes, malheureusement, qui ne sont pas transmises aux garçons parce que bah, les garçons, ils étaient plus avec leur père. Mais de ce que tu dis, c'est drôle parce que en ce moment, je suis en train de lire le livre Le complexe de Cendrillon et qui Ouais, parle de principe que nous, les femmes, nous étions éduquées pour ne pas être autonomes et pour être soutenues, ouais, mais aussi pour être entretenues par des hommes. Nous étions éduqués, alors comme je parle nous, ce sont des femmes de 40 ans et plus, cette génération-là. Nous étions éduqués pour être, tout en travaillant, dépendantes de l'homme. ouais. Et Mais ça, quand on est entrepreneur, on a du mal à gagner de l'argent parce que ce blocage souvent inconscient ouais, dit que oui, tu ne peux pas recevoir tant d'argent. Là où, encore une fois, les hommes n'auront aucun problème avec ça. ouais. Ouais, mais tout à fait, je rejoins cela parce qu'effectivement, dans l'éducation de la plupart des femmes de notre génération, on est éduqué à pouvoir entretenir une maison, soutenir son mari, bien éduquer nos enfants, tout en travaillant, pourquoi pas, hein. Mais on va dire que ça fait la valeur, tu vois, enfin, dans les années 50, quand l'homme invitait ses collègues, eh ben, la maison, elle était propre, il y avait un bon dîner qui attendait, enfin, voilà, et ça donnait un rôle, tu vois, de dire, ah, mais cette famille, elle est très, très bien. Ça faisait monter dans l'estime hiérarchique, tu vois. Et pourtant, on n'est plus de la génération où les filles recevaient des cours de cuisine, de couture, Ouais, de mais bienséance. c'était plus sur le mimétisme de ce que faisaient nos mères. Ouais, Et là où j'y ai pensé, c'est que quand tu parlais que entre les femmes et les mères et les filles, on discute, on se transmet, on appelle des copines, tu as dit qu'on discute en cuisine. ouais, Et moi, je lutte pour que les femmes sortent des cuisines. Donc, c'est mon appel. Approprions-nous tout l'espace déjà, ou en tout cas, invitons dans la cuisine les hommes et ils seront certainement très heureux parce que dans le message que j'essaye de transmettre, c'est aussi notre responsabilité de ouais, lâcher prise. Souvent, cette posture de femme, de famille qui gère tout, qui a la charge mentale, c'est nous qui nous l'approprions. ouais. Mais tu sais pourquoi la cuisine? Tu sais pourquoi l'alimentation? Parce que quand tu regardes, tu vas dans la rue, tu regardes les femmes entre copines. Elles discutent où? Dans une boulangerie, dans un salon de thé. Elles vont être assises dehors, mais elles vont avoir un croissant, elles vont avoir quelque chose en train de manger. Tu vas aller à un réseautage. C'est au petit-déj. Vous allez prendre un café, vous allez manger quelque chose. Mais pourquoi toujours la cuisine? Pourquoi toujours la nourriture? C'est très simple, en fait. C'est parce que pour engrammer quelque chose, il faut que ça passe du cerveau au corps et du corps au cerveau. Donc, on passe par l'alimentation. C'est pour ça que je t'ai dit, moi, j'ai un cabinet de nutrition, mais c'est la nutrition cérébrale et physique. C'est parce qu'effectivement, quand on mange ou quand on boit, on imprime quelque chose. Et pendant que j'ai expliqué mon problème et que je suis en train d'écouter mes copines qui me donnent toutes sortes des milliers de solutions, je suis en train de boire mon thé. Et mon corps se range les solutions. Et mon cerveau est là. Et ça, je vais pouvoir l'ouvrir et m'ouvrir cette porte et dire, tiens, si j'allais voir cette solution qu'elle m'a donnée, si ça. Il se C'est nourrit. comme ça, en fait, tu vois. C'est pour ça qu'il y a toujours la cuisine. Les hommes, c'est autour de la cigarette, par exemple, et de l'alcool. Mais on va dire que nous, c'est toujours autour de l'alimentation, parce que l'alimentation, c'est la vie, tu Oh, vois. les hommes aiment bien aussi des bonnes tables.
Bien sûr. Mais là où je voulais encore te faire venir, c'est que ici, nous sommes dans le podcast La Clé de Soi, qui est mon podcast, mais toi aussi, tu as un très beau podcast. Est-ce que Ouais. tu veux bien nous en parler? Oui, c'est gentil de m'amener là. Oui, on est très proches hein, au final dans nos sujets. C'est comme ça qu'on s'est trouvés. Dans mon podcast d'ailleurs qui s'appelle Ose être toi-même, tu es intervenu aussi à un très très bel échange. On pourra- Merci pour l'invitation, c'était un magnifique moment. Ouais. Et Ose être toi-même, c'est un thème qui est simple, qui pourrait paraître simple, mais qui a tellement de sens. Parce qu'arrivé un certain moment de notre vie, je ne vais pas parler d'âge, mais un certain moment de notre vie, il y en a marre d'essayer de coller à ce qu'on attend de nous. Et moi, je suis arrivée à un stade où je me suis dit, mais je veux être moi. Pourquoi je ne peux pas être moi? Et quand j'ai compris que c'était parce que l'extérieur me pressurisait, ça m'a paru mais tellement dénué de sens Hmm, de me dire, mais je cherche ma place, mais en fait, ce monde m'en laissera jamais de place si je ne sais pas d'avance quelle place je veux. bien sûr. Donc, la logique fait que ça doit passer par moi. Et dans mes épisodes où je parle moi, je donne des conseils, des thématiques, mais où je fais intervenir des personnes comme toi et d'autres entrepreneuses, les discussions qu'on a ensemble, c'est pour comprendre votre notion d'oser être vous, de ce par quoi vous avez dû passer pour oser être vous. Et du coup, cette force que vous avez mis en œuvre en disant, ben voilà, je vais me diriger dans telle voie et je vais aider les personnes de telle manière parce que je suis passée là. Et donc, vous donnez l'autorisation à tous ceux qui vous écoutent d'oser être eux et elles. Et c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça. Et c'est un thème qui est tellement vaste parce que toute notre vie, enfin, moi, j'ai pas envie d'arriver à mon dernier moment et de me dire, j'aurais tellement aimé faire ça. Tu vois? Oui. On l'a entendu de gens de notre famille, de grands-parents qui, de leur vivant, disaient, ah, mais j'ai pas fait ça, puis maintenant c'est trop tard. Et on se dit, mais moi j'ai le temps, je suis jeune, j'ai le temps de faire des choses. Et non, en fait, tu as vu, la vie, elle passe super vite. Et non, en fait, oser être soi, c'est chaque instant prendre une décision en conscience, pour moi, déjà. Et ma décision, puisque elle est conscientisée, elle va avoir des répercussions sur mon entourage, qui peut être ma famille très proche, mais qui peut être aussi toutes les personnes qui naviguent autour de moi. Ce que j'aime beaucoup dans ton podcast, dans tes épisodes solo, c'est que tu donnes effectivement des conseils très précieux. C'est avec un temps très joyeux, il y a beaucoup d'énergie. Donc, toutes les personnes qui nous écoutent, je les invite à aller le chercher et écouter quelques épisodes. Mais je trouve que quand on connaît ton histoire, on comprend que pour pouvoir y arriver, tu as dû oser être toi, toi aussi. Euh, je vais même aller plus loin. J'ai dû oser interdire aux autres de détourner qui j'étais. Ouais. Parce que j'ai vécu effectivement des choses dramatiques, mais on a toutes et tous vécu des trucs dramatiques. Mais dans ma vie, ça a quand même été une succession de choses pas faciles. Et en fait, je ne comprenais pas pourquoi les choses allaient aussi loin, jusqu'au moment où je me suis questionnée sur l'autorisation que je leur ai donnée. Ouais. Et je me suis dit, mais c'est moi qui ai accepté ça. C'est-à-dire, bien évidemment, à Mm. cause d'elle ou lui, j'ai vécu ça. Mais en fait, c'est ma responsabilité. J'ai pas dit stop. J'ai pas Ouais. fait ma porte. Donc, je suis responsable de ça. J'ai pas mis de culpabilité du tout. Hein. Je parle pas d'être coupable. Oui, C'est pas ma faute parce que oui. c'était dans mon C'est fonctionnement important de le à ce moment-là. signaler. Oui, c'est pas une faute. Dans ce moment-là, j'avais pas d'autres arguments. Et puis, faut se rappeler de ce que j'ai dit. J'ai été élevée, mes grands-parents étaient catholiques, pas pratiquants, mais bon, quand même, la messe tous les dimanches, amis avec le prêtre. Donc, au lieu de faire 6 ans de catéchisme, j'en ai fait 12. J'ai nettoyé l'église une bonne partie de mes dimanches. Enfin bon, voilà. Donc, on va dire que j'étais habituée à, bah, mes problèmes sont des petits problèmes hein, par rapport à celui des autres. Et Mm. puis, bah, tu dis rien, quoi. Tu te laisses faire, Ouais. tu vois.
Et en fait, ben, quand je me suis dit, non, mais là, c'est pas une question de faiblesse, c'est une question d'autorisation. J'ai pas dit non, donc j'ai autorisé. Et ça a été un déclic. Je me suis dit, non. Il y a une phrase que je dis et que je dis tout le temps à mes patientes et à mes clientes et que ben, je vais te la donner pour tous ceux et celles qui vont écouter. C'est qu'à un moment donné, j'ai dit à quelqu'un, je ne t'ai pas donné l'autorisation de me faire mal. La personne en face, elle s'est figée. Ouais, Elle dit, mais pourquoi tu me dis ça? Je dis, parce que ce que tu es en train de me dire, ça me fait mal. Et je t'ai pas autorisé à ça, en fait. ouais, Tu vois? Et la personne a pris conscience que ce qu'elle était en train de dire, ça allait trop loin. Elle me dit, oui, mais moi, je ne l'ai pas vu comme ça. Je dis, mais on s'en fiche comment toi, tu l'as vu. Tu dis quelque chose pour une personne qui va le recevoir. Moi, je le reçois comme ça et je ne t'autorise pas à ça. Donc, si tu ne changes pas ton discours, tu sors de ma vie. ouais, Et ça, dès le moment où j'ai fait ça, ça a été un des déclencheurs. Je me suis dit, mais attends, il n'y a plus rien qui m'arrête en fait. Et c'est comme ça que j'ai retiré beaucoup de gens de ma vie, mais beaucoup, 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 hein. Énormément de personnes de ma vie, jusqu'à avoir un tout petit noyau d'amis qui sont vraiment, pour le coup, des amis sincères. D'ailleurs, qui ne vivent pas, moi là où je vis, j'y vis depuis 11 ans, mais je ne connais personne hein, ici. Tous mes amis ne sont pas ici. Et c'est des personnes où je sais que à n'importe quel moment de ma vie, du jour ou de la nuit, j'appelle, ils sont là. Il n'y a ouais, pas de critique. J'ai pas à m'excuser. Ils vont jamais me faire culpabiliser. Ça va être ceux qui vont me dire, non mais là, Stéphanie, tu fais n'importe quoi. Arrête. Et eux, je vais les écouter. Je dis, ah bon, ouais, pourquoi tu dis ça? Bah, parce que ça ne te ressemble pas. Bah, parce que non, tu vas revivre un truc que tu as déjà vécu. Et tu vois, tout de suite, mon cerveau va se dire, ouais, attends, arrêtons-nous avant d'aller plus loin sur le chemin, écoutons ce qu'il vient de dire. Voilà. Et ça, tu vois, j'en ai pas beaucoup des amis comme ça, mais par contre, c'est précieux bien parce que sûr. eux, ils font pas les choses pour eux pour garder une place auprès de moi. Ils font les choses parce qu'il y a cet accord mutuel inconscient que je ne vais pas non plus les laisser aller dans le mur. Hmm, Et du coup, c'est une autorisation de dire à l'autre, je t'autorise à me dire dès que quelque chose ne va pas ou que je merde, hein, parce que ça peut arriver, je t'autorise à me dire, stop, là, tu fais des conneries. Et je le prends pas mal, et je l'entends, et d'ailleurs, ça sert d'électrochoc, tu vois. ouais, Et eux, je leur ai donné l'autorisation de me faire mal, parce que, tu vois, c'est, c'est des personnes que je vais écouter parce qu'ils n'ont rien à gagner à me faire mal, si ce n'est que je sois celle que je suis, parce que c'est ce qu'ils apprécient et c'est ce qui leur permet d'être ceux qui sont. merci pour ces partages. On a touché beaucoup de domaines de vie. Je te remercie parce que c'est très complet. Et donc, si quelqu'un nous a écoutés jusqu'au bout, il y a beaucoup de clés pour réagir, que ce soit dans la sphère privée ou sphère professionnelle. Est-ce que tu aurais un mot de la fin? Ouais. Osez être vous, sans peur et sans crainte, parce que la seule personne que vous pouvez décevoir, c'est vous. Merci Stéphanie. De rien. Merci à toi, Julita. Un grand merci pour avoir écouté cet épisode de La clé de soi. Je vous invite à découvrir d'autres partages et d'autres personnalités dans les différents épisodes de ce podcast. Vous les trouverez bien évidemment sur votre plateforme d'écoute préférée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager sans modération afin de faire résonner la voix de ces personnes inspirantes. Votre soutien est ma clé pour inspirer davantage de vie. Grand merci à vous.